Chers élèves, bonjour sur cette nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis El Mehdi El Kourti, votre professeur de français, et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. La leçon d'aujourd'hui fait partie des outils d'analyse et ce n'est pas n'importe quelle leçon, c'est peut-être la leçon la plus importante. Figurez-vous, n'importe quel examen régional, nécessairement, vous allez retrouver une question qui revient à chaque fois. Cette question porte bien évidemment sur les figures de style. Mais avant de vous énumérer les différentes familles des figures de style, j'ai envie de les définir avec vous. Et comment va-t-on le faire? On va définir ces figures de style grâce à leur rôle. Ça sert à quoi en fait? Alors à quoi servent les figures de style? On a une première fonction, c'est ce qu'on appelle la dimension poétique. Ça sert à colorer effectivement la pensée de l'auteur. Ça apporte une certaine poésie à ses propos. Les figures de style ont une deuxième fonction. En fait, ça met en relief les propos de l'auteur. Au lieu de nous apporter une information ou bien de nous proposer des phrases de façon plate, de façon commune, non. Il crée une sorte d'écart stylistique. Et dans ce cas de figure, on appelle ces figures de style des tropes. Les figures de style servent aussi à convaincre, à persuader. Elles ont donc une dimension argumentative et dans ce cas de figure, on les appelle des figures de rhétorique. Regardez avec moi cet extrait de la préface de Victor Hugo dans son roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Ici, il nous parle du procureur général et il va nous dire ce qui le caractérise. Dans le débat, il tire du côté de la guillotine, c'est automatique, il a envie que l'accusé soit condamné à mort. C'est son rôle, c'est son état. Son réquisitoire, c'est son œuvre littéraire. Il le fleurit de métaphores, il le parfume de citations. Il faut que cela soit beau à l'audience, que cela plaise aux dames. Regardez ici encore, il rend Monsieur Sanson présentable. Monsieur Sanson, c'est bien sûr le bourreau. Il gaze le couperet, il estompe la bascule. Il entortille le panier rouge dans une périphrase. Effectivement, le procureur général a tendance à user et abuser des figures de style dans une perspective bien sûr argumentative. Il en est de même pour notre ami Victor Hugo puisque lui aussi, dans son plaidoyer pour l'abolition de la peine capitale qui est le dernier jour d'un condamné, il va user et abuser des figures de style. Maintenant qu'on a fait un petit tour de la définition des figures de style et de à quoi ça sert, on va passer aux différentes familles des figures de style. Et on va commencer par les figures d'opposition. Nous avons 4 figures d'opposition. Pour chaque figure d'opposition, je vais essayer de vous donner 2 exemples issus de 2 œuvres différentes, histoire que vous puissiez vous faire votre idée. Et par la suite, on va expliquer ce qu'il en est. Regardez avec moi la première phrase. Les femmes, y compris ma mère, n'appréciaient pas notre musique. Elles nous conseillèrent de monter sur le belvédère de la terrasse, charmer les oreilles des voisins. C'est un extrait de la boîte à merveilles. Deuxième phrase, et c'est la même figure de style. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Et là, c'est effectivement la nourrice qui s'adresse à Antigone. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ces 2 phrases? Antigone, dans la deuxième phrase, avait quitté son lit durant la nuit et la nourrice avait découvert ce fait-là. Est-ce qu'elle pense effectivement que c'est du joli? Est-ce qu'elle pense effectivement que c'est du propre? Non, elle ne pense pas ça. Donc automatiquement, elle dit le contraire de ce qu'elle pense. La même chose pour la première phrase. Regardez, les femmes n'appréciaient pas la musique de Sidi Mohamed et ses amis. Alors, qu'est-ce qu'elle conseilla? Là, sa mère lui conseilla de monter sur le belvédère, charmer les oreilles des voisins. Est-ce qu'il va charmer les oreilles des voisins si sa musique n'est pas appréciable? Effectivement, c'est pas le cas. Donc là encore, on dit le contraire de ce que l'on pense. Cette première figure de style s'appelle l'antiphrase. L'antiphrase, c'est la figure de style préférée des professeurs. Je ne sais pas si une fois ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive souvent. Je dis à mon élève, voilà, bravo, tu as eu un 4 sur 20. Est-ce que le bravo est pensé? Non, je ne le pense pas. C'est assez ironique. En fait, l'antiphrase, c'est une figure caractéristique de l'ironie.
Généralement, le jour de l'examen, il arrive souvent qu'on puisse vous poser la question par rapport à la figure de style et puis on vous pose la question par rapport au registre littéraire. Et le registre littéraire qui va de pair avec l'antiphrase, c'est bien sûr l'ironie. Et sa définition, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça consiste à dire le contraire de ce que l'on pense pour se moquer généralement. Donc ça, c'est la première figure d'opposition. Deuxième figure d'opposition. On lit les exemples. Un premier extrait de la boîte à merveilles. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sur les porches des palais. Moi, je ne dors pas. Deuxième exemple qui a déjà été donné dans l'examen régional de Casablanca de l'année dernière. Tu as choisi la vie et moi, la mort. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque effectivement qu'il y a deux mots pour chaque phrase qui sont opposés. Les riches et les pauvres dans le cadre de la première phrase. Dans la deuxième phrase, la vie et la mort. Lorsqu'on se retrouve avec deux mots qui ont une signification distincte, une signification contradictoire surtout, on parle d'antithèse. L'antithèse, c'est l'opposition de termes contradictoires ou de deux notions tout à fait contraires au sein d'un énoncé. Ça permet de ressortir le caractère conflictuel, ou bien paradoxal d'une situation. Et effectivement, j'insiste sur un fait, dans le cadre de l'antithèse, les deux mots doivent être séparés, au moins par une conjonction de coordination à titre d'exemple. Si on dit par exemple les riches et les pauvres, effectivement, c'est une antithèse. Là, on va passer à la troisième figure d'opposition. On n'entendait plus que le grelottement des chaînes et par intervalle un cri et le bruit sourd du battant des gardes-chiourmes sur les membres des récalcitrants. C'est un extrait du dernier jour d'un condamné qui figure dans le chapitre 13. Exemple suivant, extrait de la boîte à merveilles, lorsque on va parler de Abdallah, l'épicier. C'est un corrupteur, un Satan enturbané, un démon à barbe blanche qui vit dans le mensonge comme un pourceau vit dans la fange. Alors, je pense que vous avez reconnu cette figure de style. Remarquez, le bruit est sourd. Là encore, on a deux mots qui sont contradictoires. Bruit qui évoque un son et sourd qui évoque l'absence de son. Dans la deuxième phrase, regardez avec moi, un Satan. Satan, c'est la représentation du mal. Et enturbané, quelqu'un qui porte le turban est généralement quelqu'un de confession musulmane. Un Satan est quelqu'un qui est soi-disant musulman, donc ça ne va pas de pair. C'est deux éléments qui sont contradictoires. Ou bien un démon à barbe blanche. Là encore, le démon, ça a une connotation de mal et la barbe blanche, c'est généralement la sagesse. Donc, on a effectivement, encore une fois, deux mots de sens contradictoires. Vous allez me dire que c'est une antithèse. Non, c'est une particularité de l'antithèse. Il s'agit tout simplement de l'oxymore. L'oxymore, effectivement, c'est l'association dans le même groupe syntaxique. Les mots ne sont pas séparés, en fait, de mots contraires ou de sens éloigné. Et en fait, ça crée une image inattendue et ça provoque la surprise du lecteur et le force à s'interroger sur ce rapprochement. Et là, on va passer à la quatrième figure d'opposition. C'est une figure qui est largement utilisée chez les rappeurs. Je sais que vous appréciez le rap. Parlons de DKR de Booba. Ce n'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. En fait, c'est ce qu'on appelle le chiasme. Regardez avec moi. Le chiasme, je l'explique avant de rebondir avec les exemples. On va faire le contraire. C'est deux couples de termes liés par le sens ou la forme qui sont disposés en A, B, BA. Regardez dans la première partie de la phrase. J'ai le mot peu et j'ai le mot beaucoup. On va dire que le mot peu c'est A et le mot beaucoup c'est B. Est-ce que j'ai un mot qui reprend beaucoup ou bien qui connote la même chose que beaucoup? Effectivement, c'est trop. C'est B. Et est-ce que j'ai un mot qui connote la même chose que peu? Effectivement, c'est pas assez. Et qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une inversion entre les deux parties de la phrase. Dans la première partie, c'était AB, c'est devenu par la suite BA. De même que dans le deuxième exemple, extrait du chapitre 23 du dernier jour d'un condamné. J'empoignais un pain et le boulanger m'empoigna. On a le couple J apostrophe qui connote la première personne et M apostrophe.
Et on a le pain qui est repris par le boulanger. Donc A, B, B, A. Et rappelez-vous l'exemple que je viens d'évoquer tout à l'heure, ce n'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi, je quitte le quartier. Ou bien un autre exemple, l'artiste dans Ciao Amigo, c'est pas l'osé qui me fait, c'est moi qui fais l'osé. Donc c'est une inversion des deux termes entre les deux parties de chaque phrase. Voilà les 4 figures d'opposition. Nous avons l'antiphrase, dire le contraire de ce que l'on pense. Nous avons l'antithèse, 2 mots qui sont contradictoires mais qui sont séparés. L'oxymore, lorsque les 2 mots sont dans le même groupe syntaxique, ils ne sont pas séparés. Et finalement, le chiasme. Maintenant, on va passer à une deuxième famille. Ce sont les figures d'atténuation. Un exemple que vous connaissez certainement, votre professeur a nécessairement vu cela avec vous. Antigone nous a déjà quittés tous. En fait, que veut dire ici Créon? Créon s'adresse dans ce passage à son fils aimant. Il veut tout simplement lui dire qu'Antigone est morte. Mais il veut ménager son fils, c'est son enfant. Il ne va pas lui dire comme ça de façon brute, abrupte même, voilà, Antigone est morte. Non, Antigone nous a déjà quittés tous. C'est la même chose, il n'y a pas une différence de sens. Mais c'est atténué. Il a cherché à rendre quelque chose de désagréable, je ne vais pas dire agréable, mais moins désagréable. Cette figure de style, c'est l'euphémisme. C'est une expression adoucie qui masque une réalité désagréable. Deuxième figure d'atténuation, nous avons 2 figures d'atténuation. Elles sont assez délicates à distinguer entre elles. Donc s'il vous plaît, prêtez-moi l'oreille et faites attention. Ma solitude ne date pas d'hier. Ça, c'est le premier paragraphe de la boîte à merveilles, vous le connaissez tous. Ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, la solitude de notre narrateur remonte à quand? Elle remonte à l'âge de 6 ans. Donc, lorsqu'il était jeune. Donc, ça remonte à loin. Mais si on prend le sens de ne date pas d'hier, prenons un sens littéral. Quelqu'un te dit, ça ne date pas d'hier. Donc, automatiquement, ça pourrait remonter à avant-hier. Ce n'est pas son enfance. Ça ne remonte donc pas à loin. Donc, il dit peu. Mais ça signifie beaucoup. L'exemple typique qu'on utilise avec vous, c'est « va, je ne te hais point » de la fameuse tragédie de Corneille le Cid. « Va, je ne te déteste pas en fait, je ne te hais point ». Donc, mais ça veut dire qu'elle l'aimait. Elle a dit peu, mais ce qu'elle voulait dire, c'était beaucoup. Ou prenons un exemple que vous utilisez souvent lorsque vous trouvez un garçon ou bien une fille à votre goût et que vous vous dites bah, « il est pas mal ». En fait, non, vous le trouvez beau, craquant peut-être, mais vous avez dit peu. Et ça signifie beaucoup. La litote donc est une expression qui dit le moins pour exprimer le plus. Ça énonce des faits avec retenue pour en suggérer l'intensité. Donc là, on a vu les 2 figures d'atténuation. Faites attention s'il vous plaît, c'est très subtil à distinguer entre les deux. Aidez-vous généralement de la négation, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, mais généralement, c'est un indicateur assez intéressant pour distinguer ces 2 figures de style. On va passer maintenant à une 3e famille. Ce sont les figures de substitution, de remplacement. Je remplace un mot par un autre. Première figure de substitution, premier exemple. Il ne faut pas tuer le père d'une enfant de 3 ans. Extrait du dernier jour d'un condamné. Et le deuxième exemple, nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Alors, j'ai dit que ce sont des figures de remplacement. Donc, j'ai remplacé quelque chose par autre chose. Ici, j'ai remplacé quoi? Il ne faut pas tuer un homme. Notre condamné en l'occurrence. Et on l'a remplacé par quoi? On l'a remplacé par le père d'une enfant de 3 ans. C'est tout simplement la définition de notre homme ou bien de notre condamné, son acception. Ce que ça veut dire, on l'a remplacé par sa signification. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. La maison de la voyante, c'est une traduction de Dar Chouafa. Donc, lorsque je remplace un mot par sa signification, par sa définition, par son acception, par des mots équivalents ou bien par une traduction, je parle effectivement d'une périphrase. La périphrase remplace un mot par un groupe nominal qui le définit ou bien le décrit. Et peut mettre en relief une particularité, créer un effet d'attente, de mystère. Regardez ici, ça met en relief une particularité de notre condamné. Il est le père d'une enfant de 3 ans. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. Les figures de rhétorique, les figures de style, ce sont aussi des figures qui cherchent à argumenter, à renforcer notre argumentation. Lorsqu'on tue quelqu'un, on oublie sa famille. Regardez, notre condamné, c'est aussi le père d'une enfant de 3 ans.
Jusqu'à maintenant, c'est bien. Mais maintenant, ces deux figures de style, là aussi, comme l'euphémisme et la litote, sont assez difficiles à distinguer. Mais grâce à cette vidéo, je suppose que ça va être un peu plus facile pour vous. Regardez avec moi. Toute la maison dormait encore. Extrait de la boîte à merveilles. Tout Thèbes, c'est ce qu'elle a fait. Antigone. Ou bien un exemple du dernier jour d'un condamné. Tout Bicêtre chantait, dansait et riait. En fait, est-ce que c'est la maison qui dort? Non. Donc, on a remplacé qui en fait? On a remplacé les habitants de la maison. Par quoi? Par l'endroit dans lequel ils se trouvent. C'est un rapport de contenance. J'ai remplacé le contenu par le contenant. Tout Thèbes, c'est ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est la ville de Thèbes qui le sait? Non, ce sont les habitants de la ville de Thèbes. Cette figure de style, c'est la métonymie. La métonymie, ça remplace un terme par un autre proche d'un point de vue logique. Il y a une relation logique entre les deux mots. Remplacer les habitants et la maison. Les habitants habitent dans la maison. Donc, contenant, contenu, utilisateur, objet, œuvre, auteur, etc., etc. Et généralement, le rapport contenant-contenu est le rapport métonymique qu'on retrouve le plus souvent dans les œuvres qui sont au programme. Et il y a une particularité de la métonymie qu'on appelle la synecdoque. Et il faut les distinguer. De même qu'on distingue l'antithèse avec l'oxymore, de même qu'on distingue la comparaison avec la métaphore, il en faut de même pour ces deux figures de style que sont la métonymie et la synecdoque. Je vous donne la figure de style et sa définition. C'est un cas particulier de métonymie. Ça remplace un terme par un autre, lié par un rapport d'inclusion. Ce n'est pas un rapport de contenance, non, d'inclusion. Je remplace le tout par la partie, ou bien la partie par le tout. Regardez avec moi le premier exemple. J'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides. En fait, c'est Sidi Mohamed qui était entouré de qui? Il était entouré de ses camarades de classe. Et ses camarades de classe ont été remplacés par quoi? Par tête rasée et nez humide. Ce sont des parties de. Donc, on a remplacé le tout par la partie. C'est une synecdoque. Et nous avons un exemple particulier de la synecdoque lorsque ça concerne nos habits. L'être humain est un être pudique. Si je vous demande maintenant de vous déshabiller, vous n'allez pas nécessairement le faire. Pourquoi? Parce que vos habits font partie de vous. Donc lorsque j'ai dit ici, j'ai vu une soutane, dans le cadre du dernier jour d'un condamné, chapitre 21, j'ai vu une soutane, un rabat, c'était un prêtre. En fait, une soutane ou un rabat, lorsqu'il le voit, ça remplace le prêtre. Donc, on a remplacé le prêtre par ses habits. Là encore, c'est un rapport particulier de synecdoque. On a un autre exemple dans la boîte à merveilles. J'ai vu les deux haïks surgir. Non, il a vu les deux femmes surgir. On a remplacé les deux femmes par leurs deux haïks. Donc, rappelez-vous les trois figures de substitution. Donc, je remplace un terme par un autre. J'ai la périphrase. Je remplace un terme par son sens, par sa définition, par son acception ou bien par sa traduction. J'ai aussi la métonymie. Je remplace un mot par un autre mot, mais ils ont un rapport logique entre eux. Et la synecdoque, c'est un cas particulier de métonymie parce que le rapport logique va au-delà du normal. Enfin, c'est un rapport d'appartenance, d'inclusion. Je remplace le tout par la partie ou bien la partie par le tout. Quatrième famille des figures de style, ce sont les figures de rapprochement. On nous dit des âmes en peine aux soupiraux du purgatoire qui donnent sur l'enfer. Là, notre narrateur, notre condamné, compare les forçats en partance pour le bagne de Toulon à des âmes en peine aux soupiraux du purgatoire. Est-ce qu'il y a un outil de comparaison? Effectivement, il y a un outil de comparaison, c'est on nous dit. Et vous avez compris que la figure de style, c'est la comparaison. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, vous avez tendance à associer la comparaison à comme et c'est tout. Non, la comparaison, c'est comme, c'est aussi que, autant que, plus que, moins que, semblable à, pareil à, on dirait, on aurait dit et on eût dit. Donc, tous ces outils sont des outils de comparaison. Deuxième phrase, elle est un peu plus simple. Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet lorsqu'ils étaient dans le bain mort. Donc, la comparaison rapproche deux éléments, le comparé et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison tel que, comme, plus que, semblé, pareil, on dirait, on eût dit, etc. Le comparé et le comparant partagent bien sûr un point de vue commun, la taille, la forme, la couleur, etc. nommé point de comparaison. Maintenant, lorsque l'outil de comparaison n'est pas là, comme ici, le pourvoi, il compare le pourvoi à quoi? À une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme. Un abîme, c'est un espace sidéral vide. Et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle
se casse. Donc, il compare le pourvoi à cette corde-là et c'est pour montrer son cas désespéré et comme quoi la finalité, ça va être le désespoir total. Deuxième exemple, Antigone qui s'adresse à Créon en le traitant de cuisinier. Allons vite, cuisinier, appelle tes gardes. Elle compare Créon à un cuisinier. Est-ce qu'il utilise un outil de comparaison? Non, de même que pour la première phrase. Dans ce cas, cela s'appelle une métaphore. C'est une comparaison implicite qui rapproche deux éléments sans outil de comparaison. Et j'attire votre attention sur la métaphore filet. C'est une simple métaphore, mais sur plusieurs lignes. Je garde cette comparaison sur plusieurs lignes. Troisième figure de rapprochement. Le déjeuner fut improvisé et la bouilloire sur son brasero, la bouilloire c'est l'instrument qu'on utilise pour chauffer de l'eau, entama timidement sa chanson. Je pense que vous avez trouvé la figure de style. Le jardin dormait encore. Alors oui, on a attribué des caractéristiques humaines à des choses qui ne le sont pas. Le jardin et le brasero. Et la figure de style est bien sûr la personnification. Donc c'est attribuer une caractéristique humaine à une chose, un animal ou bien à une idée. Donc là, c'est la personnification. Et dernière figure de rapprochement. Un extrait du chapitre 1 du dernier jour d'un condamné. Quoi que je fasse, elle est toujours là. Cette pensée infernale comme un spectre de plomb à mes côtés. Seule et jalouse, chassant toute distraction. Face à face avec moi, misérable et me secouant de ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir. Se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot. M'obsède éveillé. Et puis mon sommeil convulsif. Et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. En fait, avant d'évoquer avec vous cette figure de style, il faudrait savoir que dans ce passage, il y a énormément de figures de style. Regardez, pensée infernale, c'est une pensée infernale, une hyperbole, comme un spectre de plan. C'est une comparaison. Spectre de plan. Un spectre, c'est généralement une substance qui n'a pas de poids. Le plan, c'est lourd. Donc, c'est un oxymore. Jalouse, c'est une personnification. Donc, il y a énormément de figures de style dans ce passage. Mais imaginons qu'on vous donne tout ce passage-là. Et en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est le narrateur rend quelque chose d'abstrait. C'est effectivement la mort, c'est sa condamnation à la peine capitale. Il la rend concrète. La mort est là. La mort l'accompagne. Cette figure de style est donc une allégorie. L'allégorie représente une idée abstraite de façon imagée. Donc là, on vient de voir les quatre figures de rapprochement, la comparaison, la métaphore, la personnification et finalement l'allégorie. Et on va passer à la cinquième famille, les figures de répétition. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais. Un petit garçon de 6 ans dressait un piège pour attraper un moineau. Mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. Ou bien la nourrice qui ne comprend pas et s'adresse à Antigone. Plus lui parler, pourquoi? Vous avez saisi cette figure de style, c'est la plus simple des figures de répétition puisque c'est effectivement la répétition. C'est lorsque je répète un mot dans un énoncé mais sans cadence particulière. Il n'y a pas de cadence particulière. Donc la répétition, c'est un mot ou groupe de mots qui est réécrit plusieurs fois. C'est pour insister. Ici par exemple, c'est pour montrer à quel point il souhaitait avoir ce moineau-là tellement il se sentait seul. Maintenant, lorsque la répétition suit un ordre, regardez avec moi. Toutes les deux avaient connu des temps meilleurs. On parle de l'Aïcha et de sa maison. Toutes les deux ont gardé une attitude guindée, une distinction désuète. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Vous l'avez remarqué, il y a effectivement une répétition, mais cette répétition est cadencée. C'est au début de chaque partie de la phrase ou de la proposition. C'est une anaphore. L'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase, proposition ou verbe pour mettre en valeur ce mot ou bien ce groupe de mots. Donc, on a vu la répétition, l'anaphore, troisième figure de répétition. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Un autre exemple, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux. Regardez avec moi. Mon corps, esprit, et, au, en, faire, prison, dans,
un, une, cachoïdé. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est la répétition de la même structure grammaticale. Deuxième exemple, sans, liberté, horizon, pour, mais, pas, yeux. Donc, lorsque je répète la même structure grammaticale, je parle effectivement de parallélisme. C'est la répétition de la même construction de la phrase, la même structure syntaxique. Possessivement, non, corps, esprit, verbe d'état est, préposition, non, encore une fois, préposition, article, non. Donc, effectivement, c'est la même structure grammaticale qui se répète. Et puis, nous avons une autre figure de répétition assez intéressante. On ne la retrouve pas souvent dans les œuvres. C'est peut-être les deux exemples qu'on a dans les œuvres. Donc, ça va être assez facile pour vous. Si vous avez ces deux exemples-là, c'est assez clair. Regardez, je vais vous parler d'exemples plus faciles à retenir. Est-ce que vous trouvez du sens à quelqu'un qui va vous dire de sortir dehors, ou bien de monter en haut, ou bien de descendre en bas? En fait, il suffit juste de dire à quelqu'un de sortir. Automatiquement, tu sors dehors. Pourquoi dire sortir dehors? Pourquoi dire monter en haut? Pourquoi dire descendre en bas? En fait, c'est une répétition inutile. C'est une redondance inutile. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle un pléonasme. Le pléonasme, c'est une répétition inutile. Mais chez un auteur, ce n'est pas la même chose. Chez un auteur, c'est soit on renforce une idée, soit on la précise. Par exemple, ici, c'était en effet pour un reclus solitaire. Reclus, ça veut dire quelqu'un qui est seul. Solitaire, ça veut tout aussi dire que c'est quelqu'un qui est seul. Donc, c'est pour renforcer la solitude de notre narrateur. On parle de pléonasme. Faites attention, on a une autre figure de style dans cette phrase. C'est une métaphore par rapport au terme spectacle. Lorsqu'on parle du ferrage des forçats, il le compare à un spectacle. Donc, faites attention le jour de l'examen si on vous propose ça. C'est une métaphore. Mais le pléonasme, c'est par rapport à un reclus solitaire. C'est un passage qui est extrait du chapitre 13. Le deuxième passage aussi est extrait du chapitre 13 du dernier jour d'un condamné. Le guichetier prit les précautions d'usage pour s'assurer de moi, puis me conduisit dans une petite cellule vide et absolument démeublée. Une cellule vide, et pour apporter des précisions par rapport au fait comment elle est vide, il va parler aussi du fait qu'elle est absolument démeublée. Donc, ces figures de style, c'est le pléonasme. On a donc fait le tour des différentes figures de répétition. Donc, parmi les figures de répétition, j'ai la répétition. Lorsque la répétition est cadencée, cela s'appelle une anaphore. Lorsque je répète la même structure grammaticale, il s'agit effectivement de parallélisme. Et finalement, nous avons le pléonasme. Là, on va passer à la dernière famille des figures de style. C'est les figures d'amplification. J'ai recueilli mes forces. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. Extrait du dernier jour d'un condamné. Un autre extrait d'Arbat à merveille. À la maison, elle faisait trembler les murs en racontant les moindres futilités, tellement leur corde vocale était à toute épreuve. Vous avez défini la figure de style, effectivement. Il s'agit d'une hyperbole. C'est une exagération volontaire d'une réalité, d'un sentiment ou d'une idée. Ça traduit une émotion intense. Ou bien ça sert à convaincre. Rappelez-vous l'exemple du père de notre narrateur Sidi Mohamed qui dit à sa femme: est-ce que tu souhaites qu'on meure de faim? Pour pouvoir justifier le fait qu'il allait devoir travailler en tant que moissonneur dans les régions de Fès. Donc ça sert aussi à convaincre. Regardez, la rapidité de l'éclair. Une porte ne s'ouvre pas avec la rapidité de l'éclair, de même qu'une voix ne peut pas faire trembler les murs. C'est une exagération. J'attire votre attention aussi sur cette phrase-là. C'est pas seulement ici, c'est une hyperbole, mais si on vous donne tout le passage, je ne sais pas si vous connaissez tout ce passage-là, il s'agit aussi d'une antithèse. Il dit à la maison, elle faisait trembler les murs, mais dans la rue, elle devenait aphone. Ça veut dire qu'elle ne parlait pas gentiment, minaudière. Donc effectivement, c'est une antithèse dans ce cas. Mais alors, si on vous pose la question juste par rapport à ça, elle faisait trembler les murs, automatiquement, vous allez parler d'hyperbole. Deuxième figure d'amplification. C'est assez facile. J'ai rarement vu un élève se tromper par rapport à cette figure de style. C'est une énumération. Regardez, dans la boîte à merveille, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui pour moi seuls avaient un sens. Des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, etc. Et ici, il énumère aussi ce qu'il pourrait faire s'il a 10 ans. C'est toujours Sidi Mohamed. Donc l'énumération, ça consiste à énoncer successivement une série plus ou moins longue de termes. La figure de style que je vais vous expliquer maintenant, je vais vous l'expliquer. Mais le jour de l'examen, je vous invite aussi à proposer énumération par rapport à cette figure de style. C'est l'amplification.
L'amplification, c'est une énumération qui cherche à saturer, qui cherche à renforcer une idée. Regardez avec moi ce deuxième exemple. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. Il veut créer une image de poupée lorsqu'il parle de Marie afin de renforcer l'empathie qu'on pourrait avoir pour elle. Et ici, il parle des antagonistes qui penchaient hors de sa fenêtre, gesticulaient dans le vide, crachaient des injures que personne ne comprenait, s'arrachaient les cheveux. C'est une accumulation. Vous avez compris pourquoi. Ça sert à créer une image saturée pour qu'on puisse comprendre. Cependant, le jour de l'examen, je vous invite aussi à proposer énumération. Et puis, la dernière figure d'amplification, c'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Ça va crescendo, ça va en augmentant. Deuxième phrase, chaque jour, là ça va diminuer. Chaque heure, chaque minute avait son idée. Effectivement, vous avez reconnu la gradation. C'est une accumulation de termes ou d'expressions dont l'intensité s'accentue dans un sens positif ou bien dans un sens négatif. Si c'est dans un sens positif, on parle de gradation ascendante. Si c'est dans un sens négatif, on parle de gradation descendante. Voilà, on a fait le tour des différentes figures de style que vous pourriez avoir le jour de l'examen régional. Travaillez bien, revoyez cette vidéo. Il est fort probable que je fasse une autre vidéo, mais sous forme d'exercice. Je vais vous proposer approximativement 100 figures de style et on va essayer de les travailler ensemble à travers la vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a été instructive. Je vous donne un autre rendez-vous à une autre vidéo. Ciao!